Bonsoir. Le 7 octobre, le monde entier, ou presque, était avec Israël. Le 8 octobre, la gêne a commencé. Il fallait se taire. Israël pouvait se défendre, mais bon, quand même avec modération. Puis, plus du tout. Les otages, les femmes violées ne méritaient plus d'être sauvées, ni même reconnues. Au nom d'un intérêt supérieur, la paix à tout prix. Et puis, d'un autre enjeu supérieur, apparu très vite, la Palestine. Pas les Palestiniens, non, la Palestine, la cause fédératrice par excellence. Puis très vite, les Israéliens, les Juifs sont devenus des assassins, des génocidaires. On pensait avoir tout vu, fauteurs de guerre, on était habitués, mais ce n'était que le début. 9 mois après, les actes antisémites explosent, le drapeau palestinien, le kéfier sont devenus des signes de ralliement de cette gauche qui n'aime pas qu'on la nomme extrême. Et ça marche, puisque ses représentants les plus méprisables sont élus dès le premier tour. Et on nous demande encore de nous taire. Vous savez, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus. D'abord, Dreyfus était forcément coupable, et puis, quand les preuves de son innocence sont devenues manifestes, il fallait qu'il reste coupable et condamné au nom d'intérêts supérieurs. C'était la défense de la France, la guerre qui se préparait contre l'Allemagne. Aujourd'hui, on nous demande donc de nous taire pour faire barrage à la peste brune. Mieux d'aider à faire élire les autres responsables de ce dégénement, ceux qui n'ont pas réussi au premier tour. Et vous verrez que demain, qu'on se taise ou pas, si le RN, qui a fait plus de 10 millions de voix dimanche dernier, gagne, on accusera les Juifs de l'avoir fait gagner. Alors on ne se tait pas, on dit non. On dit non à l'antisémitisme, qui n'est pas un détail. Et ce soir, un diplomate, 3 écrivains français disent non. Oui à la justice aussi. Non à l'effacement du 7 octobre, à l'effacement de l'antisémitisme qui n'est ni résiduel ni contextuel. Et non peut-être à l'effacement demain des Juifs en France. Je vous demande d'applaudir Françoise Imray, Sylvain Tesson, Michel Houellebecq, et Alain Finkielkraut qui va lancer la conversation depuis le pupitre. Il y a quelques années déjà, le romancier David Grossman écrivait « Tragiquement, Israël n'a pas réussi à guérir l'âme juive de sa blessure fondamentale, la sensation amère de ne jamais se sentir chez soi dans le monde. Au lendemain du 7 octobre, cette blessure est à vif. Un immense pogrom a eu lieu, là même où les Juifs devaient se sentir enfin chez eux, dans le pays créé pour mettre un terme à l'âge des pogroms. Et les miliciens du Hamas ont sauvagement et calmement affiché leur volonté génocidaire. Afficher, c'est bien le mot, car à la différence des nazis qui dissimulaient la solution finale, ils ont, eux, filmé et diffusé leurs exploits. Ainsi nous revient la question qui hantait Hannah Arendt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi se laissait-il passer? Comment cela a-t-il été possible? Mais ce « nous » n'englobe pas, tant s'en faut, tous les contemporains du 7 octobre. Ce « nous », même en Occident, est minoritaire. Ce « nous » se sent seul. Moins de 3 semaines après le massacre, alors que l'armée israélienne n'était pas encore entrée dans Gaza, l'humoriste Guillaume Meurice disait au micro de France Inter que Benyamin Netanyahou était une sorte de nazi sans prépuce. Cette blague ordurière a remporté un franc succès au point de devenir un signe de ralliement et comme la quenelle du monde qui vient. Dans une grande partie de l'opinion par surcroît, la comptabilité a englouti l'événement du 7 octobre. Que pèsent 1200 morts auprès des dizaines de milliers de victimes de la guerre à Gaza? Et l'on voit à Paris, comme à New York, des étudiants déchirer imperturbablement, consciencieusement, méticuleusement les photos des otages du Hamas.
Des élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm rédigent une banderole ainsi libellée « Sionistes hors de nos facs ». Maître Henri Leclerc salue les élans du cœur de la population étudiante. L'islamologue Olivier Roy affirme que la mobilisation des jeunes pour Gaza n'est pas révolutionnaire, elle est morale. Jean-Luc Mélenchon réagit à la marche contre l'antisémitisme par ces mots « Les partisans du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous ». Rima Hassan, la nouvelle égérie de la gauche radicale, qualifie Israël de monstruosité sans nom. Pas le gouvernement israélien, Israël. La même Rima Hassan accompagnait, un kéfier autour du cou, Jean-Luc Mélenchon lors de l'allocution de ce dernier, quelques minutes après les résultats du premier tour de l'élection législative. On la retrouvait 2 heures plus tard, place de la République, aux côtés du leader de la France insoumise, avec cette fois Olivier Besancenot, dont le nouveau parti anticapitaliste avait, le 7 octobre, apporté son soutien aux Palestiniens et aux Palestiniennes et aux moyens de lutte qu'il et elle ont choisi pour se défendre. Il et elle, on croit rêver. Parmi les moyens de lutte, en effet, il y eut des femmes ligotées, violées, puis tuées d'une balle dans le visage pour empêcher toute identification. Pour la première fois, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question juive se retrouve au cœur de la vie politique française. Et ne nous trompons pas d'époque. Ne rameutons pas trop vite, comme nous y convient tant de pétitionnaires prestigieux, les heures les plus sombres de notre histoire. N'oublions jamais que le présent, c'est ce qui ne s'est jamais présenté. Et tâchons de regarder le nôtre en face. Cette résurgence stupéfiante de la question juive n'est pas imputable à l'extrême droite, aussi inquiétante soit-elle par ailleurs, mais à la gauche extrême. Elle est le fait de la nouvelle France, non de la France moisie. L'antisémitisme envahit l'espace public et on ne peut en appeler contre lui au plus jamais ça du devoir de mémoire. Cet antisémitisme n'est pas fasciste, il est résolument antifasciste. Il n'est pas raciste, il est farouchement antiraciste. Dans son espace à 2 dimensions, les Juifs sont passés du fait d'Israël dans le mauvais camp. Le camp des dominants, des oppresseurs, des racistes, des nazis, des génocidaires. Et pourquoi le 7 octobre ferait-il vaciller les porte-paroles attitrés des damnés de la terre? Ils ne s'en laissent pas à croire. Ils savent à quoi s'en tenir. L'inébranlable Émeric Caron, qui vient d'être réélu dans la 18e circonscription de Paris, sous l'étiquette du Nouveau Front populaire, déconstruit les images des monstruosités commises. Il faut quand même aussi avoir en tête que c'est un film qui est monté par l'armée israélienne et donc évidemment il y a un but derrière la projection de ces images. Fin de citation. Et Rima Hassan, très active sur les réseaux sociaux, a tout récemment posté ce message: les Israéliens dressent les chiens policiers à violer les prisonniers palestiniens. Comment s'étonner dans ce climat qu'un adolescent dise à sa copine, âgée de 12 ans, qui lui avait fait croire qu'elle était musulmane et dont il venait d'apprendre la véritable origine: tu es juive, donc tu es contre la Palestine et tu soutiens le génocide que les sionistes font à Gaza. La suite est la réplique à Courbevoie du pogrom du 7 octobre. Nous en sommes là
Cette réalité rend dérisoire et même obscène le no passaran de l'antifascisme dernier cri. Merci. Merci Alain. Sylvain Tesson, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé jusqu'ici sur le 7 octobre, mais quand on discutait un petit peu en coulisses tout à l'heure, vous m'avez dit moi je suis encore le 8 octobre. Oui, je pense que nous pouvons nous positionner temporellement. Et j'ai constaté que beaucoup de mes concitoyens, je l'ai constaté avec beaucoup de peine, ont vécu intérieurement, psychologiquement, intellectuellement surtout, une sorte d'accélération temporelle qui, dès le lendemain du 7 octobre, les propulsait déjà 6 mois plus tard. Eh bien, moi, je suis toujours le 8 octobre. Et ça ne passe pas. Et si vous me permettez de dire quelques mots sur ce sentiment profond que ça ne passe pas et que le temps ne s'écoule pas. Je voudrais rappeler une chose qui va vous sembler très évidente et très banale, une sorte de la palissade, mais qu'il est nécessaire d'exprimer, parce que malheureusement, précisément, nous vivons dans un temps où dans une époque et dans une période où la palissade, les évidences sont niées et sont bafouées. C'est que nous ne serions pas ici tous réunis ce soir à la Mutualité si le Hamas n'avait pas attaqué le 7 octobre. Et s'il libérait les otages, eh bien, nous ne serions pas là non plus. Et Tsahal ne serait pas entré dans Gaza si le Hamas n'avait pas lancé son pogrom. Voilà, je dis ça parce qu'il ne faut pas confondre la tempête et ceux qui l'ont semée. Or, nous vivons dans la grande inversion à la fois des termes et des idées. Alors, l'intitulé de notre rencontre ce soir, c'est « Dire non ». Encore faut-il préciser, dire non à quoi? Et moi, je propose 3 cibles auxquelles j'adresse mon non, N-O-N. Je dis non à la confusion, à la haine et à l'oubli. La confusion, la haine et l'oubli, ce sont les 3 fourriers d'un objectif unique qui est la disparition d'Israël. C'est à cela d'ailleurs que nous devrions commencer par adresser notre non à la disparition d'Israël. Alors, premièrement, passons rapidement sur les 3 objectifs auxquels nous adressons notre non, notre refus. Non à la confusion. La confusion, vous l'avez rappelé, Alain Finkielkraut a commencé dès l'intervention de Tsahal à Gaza, aux premières minutes, et même avant finalement, car elle flottait comme toute idée obscure. En d'autres termes, autres termes de la confusion, on peut faire des variations pour imiter le langage de l'adversaire. Autres termes, Hamas et Tsahal, même chose, même violence, le dos à dos. Et peut-être même la violence de la seconde est-elle pire que celle des premiers. Voilà ce que l'on entend. Voilà les termes de la confusion. On confond donc la cruauté bestiale et la violence légitime. On confond le crime et la guerre. On confond les mots. Puis après, on confond les êtres. Et puis on confond tout. On confond l'intention de torturer des innocents et l'intention de les délivrer. C'est plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans cette confusion. Il y a une distorsion du réel, une entreprise d'oubli des causes, une inversion des chronologies, une relativisation des événements, une confusion des ordres, un retournement des causalités. C'est donc la plus fantastique opération d'intoxication et d'illusion mentale. Et c'est malheureusement la suite stratégique du pogrom du 7 octobre. Le deuxième non, je vais être rapide, le deuxième non, c'est le non à la haine, le non à l'antisémitisme.
L'autre onde de choc du 7 octobre, n'oubliez pas que nous sommes toujours le 8, l'autre onde de choc, c'est la remontée à la surface des sociétés occidentales, ici, à Paris, en Europe, dans le monde, de l'antisémitisme. C'est le remuement de la tourbière. Toute onde de choc fait monter la vase et la vase remonte à la surface. Ça se passe comme ça dans les étangs. Sauf qu'il y a eu un phénomène inédit, c'est que la vase, pour la première fois depuis longtemps, n'est pas remontée tout à fait à l'endroit où on attendait qu'elle remonte. Il y a eu un déplacement de la cartographie de l'antisémitisme. Chaque parole antisémite, insidieuse, détournée, habile, parfois courtoise, très onctueuse, souvent urbaine, nous sommes des Français, nous savons parler, souvent insoumise, eh bien chaque parole antisémite est une petite victoire du Hamas. Quand elle est professée, c'est que les parapentes volent encore. Et cet antisémitisme de salon, de tribune politique, je ne sais pas comment on l'appelle, météorologique, de micro, de campagne, est une continuation du pogrom. Voilà, je vois là, moi, une courroie de transmission dont nous connaissons les maillons politiques. Alors, je dis une chose pour conclure, la mécanique de l'antisémitisme consiste à défausser le Hamas de sa responsabilité. C'est ça le bonheur jouissif de l'antisémitisme. C'est une stratégie de l'être extraordinaire qui permet de ne jamais en référer à soi, de ne jamais se juger, de ne jamais s'amender, de ne jamais progresser, de ne jamais se corriger, de ne jamais se réformer et d'attribuer toujours la faute à l'autre, surtout s'il est juif. Hérodote raconte dans l'enquête que l'empereur Xerxès le Perse, un jour qu'une tempête avait détruit un pont qu'il avait construit pour son armée, l'empereur Xerxès avait fait fouetter la mer, 500 coups de fouet. Cette image me frappe beaucoup parce qu'elle me fait penser à l'antisémitisme. Pour ne pas affronter sa responsabilité, on fouette la mer. Une abstraction, une représentation qui devient un groupe humain, une figure qui devient un type, qui devient un archétype, puis qui devient des êtres de chair et d'os. Et puis le troisième nom, c'est la fin de petite intervention, le troisième nom, c'est le nom à l'oubli. Beaucoup d'entre nous, on vient de le dire à l'instant, Sylvain Attal, vivent encore le 8 octobre, et c'est mon cas. Et pour ne pas oublier, permettez-moi une anecdote personnelle, qui m'est très récente. Je reviens d'une aventure de 2 mois. J'ai escaladé avec un ami le long des côtes de l'Europe des aiguilles maritimes très difficiles d'accès, qui ressemblent à l'aiguille d'Étretat. Et un jour, il y a exactement 1 mois, en Irlande, on escaladait un pilier de 50 mètres de haut, planté en pleine mer, de roches complètement pourries. Et c'est le jour où c'était au large des côtes de l'Irlande. Et c'est le jour où le gouvernement irlandais a reconnu symboliquement l'État palestinien. Vous vous souvenez, en mai dernier, le Hamas pouvait remercier les buveurs de Guinness et les racleurs de violon. Selon la tradition des alpinistes qui donne un nom à la paroi qu'ils viennent de grimper, j'ai baptisé Shani Louk, cette aiguille de pierre. Elle restera pendant des siècles battue par les vagues et dans le soleil couchant de l'Atlantique celtique. Voilà, c'est le temps géologique qui est plus long que le temps humain. Peut-être un jour sera-t-elle versée à la cartographie, verra-t-on sur les cartes d'état-major le nom de Shani Louk à l'endroit de cette aiguille. Et je n'oublie pas Shani Louk, et je ne la confonds pas. Je ne confonds pas ceux qui l'ont torturée et ceux qui l'honorent. Et je dis non à ceux dont le discours d'excuses et de fausse compassion revient à dire froidement que Shani Louk l'avait bien cherché. Merci Sylvain Tesson. Alors évidemment, vous ne serez pas surpris que les écrivains écrivent, donc ils ont tous écrit. Michel Houellebecq, c'est à vous, je vous invite à aller au pupitre puisque vous le souhaitez. Les écrivains écrivent et moi je n'ai pas vraiment très envie de les couper, donc on va peut-être un peu déborder, je vous prie de nous en excuser. Michel Houellebecq,
très heureux de vous accueillir ce soir, d'autant que je crois que devant un public français, c'est la première fois que vous allez vous exprimer sur ce sujet. Et vous me disiez, vous, que vous voyagiez beaucoup pour faire des conférences et que vous étiez quand même un peu sceptique sur le fait de dire effacement, pas vraiment effacement. C'est pas ça qui vous a frappé? Oui, pas vraiment, en fait, oui. Bon, tout de suite après, les massacres, quoi. Et j'ai ressenti exactement la même chose que tout le monde devrait normalement ressentir, que j'étais juste horrifié. Et donc je me disais que j'avais rien de particulier à dire. C'était juste des choses les plus épouvantables que j'avais jamais vues, quoi. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'il y a un lecteur qui m'a envoyé une photo prise dans les ruines du kibbutz de Be'eri. Et au milieu des ruines, il y avait un de mes livres en édition israélienne. Précisément, c'était Resté vivant. Bon, d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de dérisoire d'écrire des livres, et que c'était d'une ironie sinistre, le truc. Puis après, dans un deuxième temps, je me suis dit que, bon, peut-être si on était d'humeur optimiste, on pouvait voir dans le titre une espèce de message d'espoir, d'incitation à vivre, quand même. En tout cas, je me suis souvenu que j'avais des lecteurs israéliens et je me suis dit qu'il fallait quand même que je parle à des médias israéliens. Parce que je me suis dit que les Israéliens devaient se sentir bien seuls, quoi. Parce que très vite, il y a eu des gens extrêmement connus, des stars hollywoodiennes, des chanteurs mondialement connus. Leur première réaction, ça a été de réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne, leur détestation de Netanyahou. Bon, tout ça peut s'entendre, hein, mais disons que ça soit la première action, c'était quand même grave. Puis bon, s'il y a eu que les stars, ça, on est un peu habitué, si je puis dire, mais moi je m'attendais vraiment, dans les premières semaines, je me souviens bien, moi, des premières semaines, qu'il y ait une espèce d'immense mouvement de solidarité, quoi, et de sympathie pour Israël, et puis c'est exactement le contraire qui s'est produit, quoi. C'est-à-dire les paroles et les actes antisémites se sont multipliés. Et là, je ne comprenais pas, en fait. Hein, et dans un sens, je ne comprends toujours pas. Si vous voulez, il y a des zones... je ne comprends pas qu'on puisse soutenir le Hamas, quoi. Je ne comprends pas. Et si vous voulez, il y a des... Oui. Et il y a des zones entières, y compris dans mon propre pays, parce que ce n'est pas ultra-minoritaire, quoi, des groupes entiers de gens que je ne comprends plus. Alors que je suis supposé être un auteur lucide, etc., comprenant le monde, c'est pas terrible, quoi. Parce que, si vous voulez dire, Mélenchon, il utilise ça sur un plan électoral, certes. Il essaye, mais je pense pas qu'il réussisse beaucoup. Moi, j'ai vu à la télévision beaucoup de manifestations pro-palestiniennes. Au début, il y en avait au moins 2 par semaine. Je suis même allé à une pour vérifier que c'était pas mal filmé, quoi. Parce que j'étais surpris de constater qu'il n'y avait pas tellement de racailles de banlieue typiques, quoi. Il n'y avait même pas tellement de filles voilées. Il y avait 0 noir, absolument aucun, j'en ai pas vu un seul, quoi. Donc ça ressemblait pas vraiment au portrait typique de la jeunesse de banlieue, ce qu'on trace habituellement. Par contre, il y avait beaucoup de bobos, d'enfants de bobos, gauchistes des beaux quartiers, quoi. En fait, ils ressemblaient vraiment à des zadistes, pour le dire simplement. Alors, ça amène une explication qui pourrait presque être rassurante, quoi. Le truc classique, l'antisémitisme, le socialisme, des imbéciles. Ouais. Mais moi, des gauchistes, j'en ai bien connu. Quand j'étais au lycée, il y en avait pas mal.
Et je suis persuadé que ni Alain Krivine ni Daniel Ben Saïd n'auraient soutenu le Hamas. Je ne crois pas. Et je suis sûr que si d'aventure il avait soutenu, la base, c'est-à-dire les gauchistes qui étaient dans ma classe, n'auraient pas suivi, quoi. Donc il y a une espèce de mutation monstrueuse que je ne m'explique pas totalement. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut y voir une espèce de masochisme suicidaire occidental, enfin quelque chose de... Enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait aller chercher du côté de Freud plutôt que du côté de Marx pour expliquer. Mais bon, c'est pas gai de se dire que Thanatos est en train de gagner sur Eros. Hein. C'est pas une constatation réjouissante. Mais c'est à peu près ça que j'en arrive à conclure, quoi. Puis bon, il y a une autre conclusion qui est plus simple, mais qui est plus bêtement triste, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le jour est venu où les Juifs n'auront plus besoin d'un refuge, d'un endroit sur Terre où il va y avoir plein d'ennuis, mais au moins où ils ne sont pas persécutés en tant que Juifs? Eh bien non. Non, le jour n'est pas venu. Donc c'est pour ça que mon texte s'appelle comme ça, quoi. Je vais conclure là-dessus, ça suffit. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, plus que jamais, Israël est nécessaire. Merci. Merci, Michel Houellebecq. Merci pour ces mots dans votre style si particulier. Et on va terminer dans un autre style avec Françoise Imray, qui est avocat et ancien ambassadeur de France, sur un thème qui est le thème de votre vie, au fond, c'est celui de la justice internationale, de la justice tout court. Je vous invite à faire la conclusion, en fait, de notre petite discussion. Merci. Je voudrais, si vous le permettez, partager avec vous 2 ou 3 réflexions et impressions que m'inspire ce que nous avons vu et ce moment que nous traversons ensemble. Pour moi, le 7 octobre, c'est d'abord un silence. Dans une vie de combat pour les droits de l'homme qui m'a amené sur des terrains variés, des forêts de Colombie aux prisons birmanes, tchétchènes, au Grand Lac africain, partout, j'ai rencontré des militants des droits de l'homme, des militants de l'universel, dont la raison d'être est de nommer les crimes, d'appeler un crime, un civil, un civil. Où était-il le soir du 7 octobre? Ses compagnons de route, ses soldats de l'universel, ces organisations de défense des droits de l'homme avec lesquelles j'ai partagé une grande partie de ma vie, où étaient-elles? Car ce ne sont pas des militants comme les autres, ce sont des professionnels de la défense des victimes des violations des droits fondamentaux, quelles que soient ces victimes, et où que ce soit, où que les crimes aient été perpétrés, c'est leur raison d'être que de les dénoncer, et ils savent faire quand ils le veulent. La deuxième conviction que je voulais partager avec vous, c'est que ce combat ne se mène pas simplement sur le sol de Gaza, sous le sol, dans les airs, il se mène aussi dans les livres d'histoire du futur. Et qu'on ne choisit pas son champ de bataille, et que la justice internationale est un combat que nous devons mener aussi, puisque Israël est accusé, Israël doit se défendre, et ce combat n'est pas plus que les autres perdu d'avance.
Et je le dis en particulier face à l'accusation infâme de génocide. Et je remarque, comme vous, comment ce mot est non seulement proféré, mais savouré par ceux qui l'associent à Israël. Enfin, j'appartiens, comme beaucoup d'entre vous, à une génération qui a été élevée dans l'obsession de la transmission d'un savoir et qui s'était préparée à ce moment vertigineux où les derniers témoins directs de la Shoah auraient disparu. Et je me souviens de ce message d'Elie Wiesel, puisqu'il n'y aura plus de témoins. Soyez les témoins des témoins. Alors, face aux arracheurs d'affiches, soyons les témoins du 7 octobre. C'est un serment que je prends aujourd'hui devant vous. Merci.